Alors, Monsieur le Président, Messieurs les orateurs, merci de la parole. Donc, on parle d'infiltration intradiscale ou de nucléorthèse. C'est un terme qui a été aussi employé avec ces injections de corticoïdes. Donc, je ne vais pas vous parler de technique tellement, mais plutôt de l'histoire de ces infiltrations de corticoïdes. Et moi, j'ai mis en sous-titre « Chronique d'une catastrophe annoncée, mais aussi d'une résurrection ». Donc, je crois que c'est intéressant, après l'exposé initial, à la fois de voir, c'est un très bon exemple de l'analyse de nos erreurs, mais également de la lutte qu'on doit faire de temps en temps contre les interdits. Donc, nous allons voir cette histoire. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt sur cette présentation. Donc, j'ai ressorti, vous voyez, une première étude de nucléorthèse, infiltration d'injection à l'hydrocortisone, que j'ai retrouvée dans la littérature, des disques intervertébraux en 1956. Donc, ça fait plus de 60 ans. Et visiblement, ce type d'infiltration a été pratiqué en parallèle de la chimionucléolyse, dont on a déjà parlé, dans l'indication de la lombosciatique, des lomboradiculalgies. En 1986, donc, certaines équipes ont proposé d'utiliser un corticoïde très puissant, l'hexacétonide de triamcinolone, donc l'hexatrione, dans ce type d'indication. Et vous voyez qu'ici, vous avez quelques rapports de cette expérience versus chimionucléolyse dans les années 1988. Alors, quel était l'argumentaire d'employer l'hexatrione? C'est son action, évidemment, anti-inflammatoire locale, mais aussi son action atrophiante. Vous savez très bien que si on fait des extravasations d'hexatrione au niveau sous-cutané, vous avez ce type d'atrophie et de dépigmentation, donc cette action collagénolytique, et donc dans cette idée de réaliser une discolyse, disons, chimique et une décompression par la même occasion. En plus, l'hexatrione ne présentait pas les problèmes d'allergie de la chimiodactine et avait un coût très faible. Donc, ça paraissait assez séduisant. Malheureusement, il est apparu des complications dans les années suivantes, et vous voyez ici des rapports dans les années 89, 90, 91 sur l'apparition d'abord de discolyse importante avec l'apparition, il y a eu des études histologiques qui ont été faites de granulomes nécrotico-inflammatoires, mais qui présentaient, dans certains cas, après des ossifications ou des calcifications, une métaplasie osseuse secondaire avec des dépôts également hépatitiques. Donc, je vous remontre quelques exemples que j'ai ressortis de vieux articles, vous voyez, où on a des calcifications assez importantes de ces hernies discales, parfois même donc des véritables coulées sur plusieurs étages de ces calcifications. En plus, ces calcifications, elles étaient évolutives. Vous voyez l'exemple chez ce patient où on avait l'apparition d'une calcification intracanalaire et 4 mois plus tard, on voit très bien donc la progression de ces coulées de calcification. Donc, quand elles étaient symptomatiques, avec parfois des sténoses canalaires importantes, la chirurgie secondaire était alors nécessaire. Et même cette chirurgie, j'ai ressorti des articles, vous voyez, de neurochirurgie, des années après l'arrêt de cette technique, il y a eu une rémanence de ces complications, avec, vous voyez, ici, par exemple, l'article 97, alors que ces infiltrations n'étaient plus pratiquées, qui essayait de grader ces différentes formes pour discuter les voies d'abord et également l'association avec, après, une stabilisation rachidienne. Alors, quelles leçons tirer de cet échec? Tout d'abord, sur l'argumentaire. Est-ce que c'était un choix raisonnable d'utiliser un corticoïde fluoré microcristallin, donc très puissant et à longue durée d'action? La durée d'action de l'hexatrione, c'est 65 jours. Donc, on a introduit un produit qui allait continuer à agir pendant plus de 2 mois au niveau du disque. Alors, c'était un peu l'idée, mais est-ce que détruire complètement un disque est une bonne idée? C'est nier quand même la fonction et l'utilité du disque intervertébral. Deuxième problème, la toxicité. Visiblement, la toxicité n'avait pas été quand même bien étudiée et peut-être la temporalité aussi. C'est que ces calcifications, elles n'apparaissaient pas immédiatement. Elles apparaissaient parfois jusqu'à 2 ans après l'infiltration. Donc, certainement qu'il n'y avait pas eu d'études suffisamment prolongées avant de diffuser cette technique. Donc, cette technique a été abandonnée dans les années 91. Et d'autant plus qu'ils sont apparus d'autres techniques. On a vu l'ozonothérapie. Également, il y a eu l'apparition des injections d'éthanol gélifié. Et puis, les décompressions mécaniques avec la nucléotomie
dont Nicolas Moretti nous a parlé. Donc, cette décompression chimique, la corticoïde a été exclue de cette indication et il y a eu ces deux techniques dont je vais vous parler très rapidement. Alors, l'ozonothérapie, je ne vais pas le réaborder puisqu'on a eu un exposé très brillant sur ce sujet. Ce qui est intéressant, c'est l'éthanol gélifié. Par exemple, l'éthanol gélifié, donc le discogel, c'est mélangé, donc c'est de l'éthanol avec de l'éthylcellulose et du tungstène pour qu'il soit radio-opaque. A été utilisé dans l'idée de déshydrater le disque et puis également, comme il y avait une précipitation du gel, d'avoir un effet prothétique, entre guillemets, de cette injection. Et toujours, rétrospectivement, on se pose toujours des questions parce qu'on a je vous donne ici, par exemple, trois rapports avec des études qui paraissent bien menées, avec des bons résultats. Et en fait, avec le temps, les équipes ont progressivement abandonné ce type d'infiltration en constatant que les résultats n'étaient pas satisfaisants. Donc, toujours attention sur l'emballement, je dirais, des résultats à l'apparition d'une nouvelle technique. Le temps, généralement, fait le tri. Bon, l'ozonothérapie suit son cours, donc je n'y reviendrai pas. Alors, pour les injections de corticoïdes intradiscaux, il y a eu un retour de bâton, c'est-à-dire qu'il n'y a eu plus jamais d'injection de corticoïdes dans les disques. C'est criminel. Et donc, c'est là où je dis, est-ce qu'il faut pour autant obéir à ces RDD ou est-ce qu'il ne faut pas reprendre, dans ce cas-là, les problèmes à la base et réfléchir, est-ce qu'il ne faut pas injecter un autre produit? Est-ce qu'il ne faut pas changer d'argumentaire? Ne faut-il pas changer, par exemple, d'indication? Alors, dans les années 2000, c'est Michel Revel, qui était médecin rééducateur à Cochin, qui a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle les discopathies actives. Alors, qu'est-ce que c'est que la discopathie active? En fait, c'est des discopathies dégénératives chez des patients donc, lombalgiques, mais qui vont présenter une modification de leur lombalgie. C'est-à-dire qu'il va y avoir une acutisation des lombalgies, une modification des horaires des lombalgies qui va avec des horaires, cette fois-ci, inflammatoires, donc une recrudescence nocturne, un dérouillage matinal important, qui vont s'associer sur les radiographies avec une destruction, enfin, on peut l'assimiler par exemple à la CDR, la discolyse, une destruction discale rapide, si vous voulez, discopathie destructrice rapide, c'est-à-dire là, un affaissement, on a repris les mêmes critères, il y avait les mêmes critères que pour la hanche, de plus de 50% sur 2 ans. Donc, ces discopathies, c'est assez intéressant. Quel est le mécanisme supposé? C'est tout d'abord des phénomènes d'apoptose au niveau du nucleus pulposus, avec libération donc, de facteurs pro-inflammatoires, comme par exemple les interleukines ou le TNF, qui vont atteindre 2 cibles, c'est-à-dire les plateaux cartilagineux et le plateau osseux. Quels sont les facteurs? Alors là, c'est un petit peu pas très, je dirais, scientifique. Les facteurs qui vont provoquer cette activation discale. Vous voyez que c'est un peu tout qui est proposé, en particulier donc des facteurs biomécaniques avec, on évoque des microtraumatismes, une augmentation des stress. Également des facteurs biochimiques avec des facteurs immunitaires, des facteurs individuels environnementaux comme le tabac et le surpoids, certains facteurs métaboliques comme le métabolisme lipidique ou oxydatif, et puis peut-être une prédisposition génétique. Donc en gros, je dirais qu'à part les facteurs mécaniques, c'est un petit peu obscur quand même. Qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, quand il va y avoir cette activation discale, il va y avoir ces phénomènes inflammatoires et il n'y aura pas d'autorésolution de cette inflammation, disons, assez rapidement. Et donc, on va avoir une inflammation disco-vertébrale, donc à la fois une maladie du disque, mais également de l'os, chronique. Vous voyez ici, c'est très intéressant sur cette IRM, vous voyez ici injectée. Vous voyez sur ce disque dégénératif, on a une prise de contraste de la plaque cartilagineuse, des 2 plaques cartilagineuses, et on a également une prise de contraste au niveau de l'os sous-chondral. Donc l'IRM a été une étape importante, je dirais, dans le démembrement de cette pathologie discale, et c'est Modic, en 2007, qui a décrit ces phénomènes inflammatoires osseux péridiscaux. À gauche, vous voyez ici une discopathie dégénérative tout à fait classique avec la perte de hauteur, la déshydratation, la protrusion discale, souvent des discopathies qui sont asymptomatiques. Ici, vous avez les mêmes signes de discopathie dégénérative, mais associés cette fois-ci avec cette réaction édémateuse au niveau des plateaux vertébraux.
C'est ce qu'on a Modic a appelé, il a décrit différents stades, c'est ce qu'il a appelé le stade 1, Modic 1, on dit, qui est cette réaction édémateuse. Il a décrit également un deuxième stade, qui est cette fois-ci des anomalies de signal graisseux, donc des signaux mais plus graisseux que le corps vertébral normal, donc le stade 2, Modic 2. Alors, quelle est la pertinence de la mise en évidence de cet édème osseux péridiscal? Eh bien, vous voyez que ça peut ressembler presque à une spondylodycite, hein, mais à la différence d'une spondylodycite, il n'y a pas ici, on ne voit pas d'inflammation réellement au niveau du disque lui-même intervertébral. Donc, en fait, ces anomalies édémateuses, elles sont en fait assez rares chez le sujet jeune, un peu plus fréquentes chez le sujet âgé, et quand elle a été corrélée au caractère symptomatique douloureux chez ces patients, avec également une diminution du taux de retour au travail à 1 an et également une augmentation du handicap. Donc, ce Modic 1, ce signal, est un biomarqueur IRM du disque symptomatique qu'on peut retenir. On le voit ici d'ailleurs, vous voyez ici, on arrive à phénotyper ces patients. Sur le plan clinique, on en a parlé, sur donc, ces lombalgies de recrudescence à horaire inflammatoire. Eh bien, vous voyez que leur incidence est beaucoup plus importante en cas d'anomalie de signal édémateux des plateaux vertébraux, comparé à des patients qui n'ont pas d'anomalie de signal ou comparé à des patients qui ont un stade 2, qui est un stade plus, je dirais, tardif, cicatriciel, graisseux des plateaux vertébraux. Alors, on peut arriver à un phénotype combiné en multipliant ces facteurs sur les patients qui présentent cette discopathie active. Ils ont des signes de discopathie dégénérative, ils ont les signes cliniques dont on a parlé, ils ont cette anomalie Modic 1, donc ce signal édémateux des plateaux vertébraux, et ils ont également des manifestations inflammatoires peu importantes. Hein. La CRP n'est pas élevée, mais la CRP ultrasensible est modifiée et est augmentée. Alors, quelle est l'évolution naturelle de cette activation discale? Ben, ça va être de se désactiver, mais ça va mettre du temps. Ça va mettre 2 à 3 ans en moyenne pour arriver à une cicatrisation. Vous voyez ici l'évolution. Ici, donc, au stade d'activation, on a cet édème osseux qui apparaît en bas signal sur une imagerie T1. Et vous voyez la conversion progressivement en signal graisseux, mais après donc une période importante, une durée importante d'évolution. Alors, comment essayer de soulager ces patients? Quelles sont les cibles thérapeutiques potentielles à ce moment-là? Sur le facteur mécanique, ça va être évidemment la prise en charge au niveau mettre un corset, une rééducation, et puis ça peut être évidemment l'arthrodèse, la fusion. Également sur le facteur biomécanique, ça va être lutter contre le facteur inflammatoire, c'est-à-dire des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et puis, ça va être, on y repense, à des injections intradiscales à ce moment-là de substances anti-inflammatoires. Et puis, on peut également penser à agir directement sur ce disque dégénéré et donc essayer des thérapies régénératives du disque intervertébral. On peut également essayer d'agir sur l'os, le plateau osseux, par exemple en utilisant des biphosphonates. Donc, vous voyez qu'il peut y avoir différents moyens d'agir sur ce type de pathologie. Alors, comme nous parlons des corticoïdes, ici, la cible privilégiée, c'est évidemment de lutter contre l'inflammation. Donc, intérêt d'utiliser des glucocorticoïdes, mais évidemment, il y a également l'idée, j'en parlerai un petit peu après, d'utiliser des biothérapies, comme par exemple les anti-TNF-alpha ou les anti-interleukines. Vous voyez ici un exemple, alors ce n'est pas toujours le cas, hein, mais ici c'est un exemple assez démonstratif, l'imagerie avant l'infiltration, et vous voyez 1 mois après l'injection, on voit une régression très importante des phénomènes édémateux des plateaux vertébraux. Alors, quel corticoïde? Donc, on a changé totalement d'indication. On n'est plus sur la lomboradiculalgie, on est sur la lombalgie chronique en phase d'acutisation. Hein, c'est vraiment un tableau complètement différent. On change également de produit, on va utiliser de l'acétate de prédnisolone, donc de l'hydrocortencil. C'est donc un corticoïde qui est beaucoup moins puissant, qui a une durée d'action beaucoup plus courte. Il y a eu des études de suivi. Il n'y a pas eu de mise en évidence de perte de hauteur significative après une injection à cette dose-là d'acétate de prédnisolone, ni d'apparition de calcification, même tardivement. Alors, on parlait justement des difficultés des études, et on a réussi à monter à Cochin justement une véritable étude randomisée versus placebo, hein, donc versus une discographie avec injection de physio, hein, et donc avec comme critère
Et ça a été assez lourd à mettre en place. Et donc, comme premier critère, la douleur. Donc, ça a mis en évidence, versus placebo, une diminution significative par rapport au groupe contrôle placebo. Ce qui est intéressant également, c'est de voir, alors ceci à 1 mois. On le voit ici à 1 mois par rapport au placebo. Si on regarde à 12 mois, on voit que les courbes se croisent et se rejoignent. Donc, on pourrait conclure donc, que c'est inefficace. Ben oui, mais il faut voir exactement quel était le but de cette injection intradiscale. C'est comme une infiltration que vous faites sur une poussée de gonarthrose, par exemple. Vous essayez de casser l'épisode aigu, mais vous n'allez pas guérir le patient de la gonarthrose en faisant votre infiltration intra-articulaire. Cette temporalité a été confirmée, par exemple, par une autre étude également ici. Mais ça permet de prendre en charge le patient au niveau rééducation et d'essayer de le réexercer à l'effort. Donc, ce type d'infiltration, il se situe dans la prise en charge de ces patients. En première intention, c'est d'abord la prise en charge du patient. C'est donc une prise en charge, je dirais, pluridisciplinaire. C'est rassurer, expliquer l'évolution longue, déjà que le patient sache l'évolution spontanée qui sera favorable mais qui va être longue, d'utiliser des anti-inflammatoires non stéroïdiens le soir au coucher, des infiltrations éventuellement épidurales, articulaires postérieures, et puis la contention lombaire, les exercices donc de reprise à l'effort. Pour renforcer, si cette action, cette première prise en charge n'est pas suffisante, l'infiltration intradiscale, et si ça n'est toujours pas suffisant, c'est éventuellement répéter cette infiltration ou passer à une discussion chirurgicale, en particulier si les facteurs mécaniques sont supposés prédominants, s'il y a des phénomènes, par exemple, de micro-instabilité au niveau de cet étage disco-vertébral, de faire à ce moment-là une éventuelle arthrodèse. Alors, je terminerai juste par cette méta-analyse intéressante, assez récente, justement, sur les différents produits que l'on peut injecter à visée anti-inflammatoire au niveau du disque. Vous voyez qu'il y a eu beaucoup plus d'études qui ont été revues, mais ça, c'est seulement les études qui ont été retenues avec une méthodologie suffisamment puissante. Donc, il y a eu 5 études sur les injections de glucocorticoïdes. Alors, vous voyez qu'avant tout, c'est l'acétate de prénisolone qui a été utilisé. Il y a également les dexaméthasone, qui est un corticoïde qui est soluble, lui, hydrosoluble, et puis le diprospan. Il y a également des études donc, justement sur les biothérapies, 3 études sur biothérapie, également des études sur le bleuméthylène, et puis après, d'autres thérapeutiques sur le disque intervertébral, cette fois-ci non pas tellement à action anti-inflammatoire, mais plutôt régénérative, avec 2 études sur des facteurs de croissance, une avec des injections autologues de PRP, qui est du plasma enrichi donc en plaquettes, et également des injections de cellules souches. Qu'en sort-il? Il sort simplement que sur cette méta-analyse, pour l'instant, la seule chose évidente, c'est cette action de sédation à court terme des injections de corticoïdes et que les autres thérapeutiques qui essayent d'obtenir des résultats à plus long terme, on n'a pas encore de résultats suffisamment probants pour l'instant pour prouver leur efficacité. Mais je pense qu'il va falloir continuer des essais thérapeutiques sur ces différents produits. Donc, que retenir que retenir? En gros, on peut retenir qu'il faut rester prudent quand même sur l'apparition d'une nouvelle technique, je pense. Il y a toujours un certain enthousiasme et il faut prendre du temps, je pense, pour pouvoir juger de l'efficacité et surtout des complications éventuelles qui peuvent apparaître. Et que d'autre part, le phénotypage des patients est très important en interventionnel. Et que parfois, par exemple, une thérapeutique, on voit des exemples actuellement, il y a par exemple des injections de PRP. Les injections de PRP, les gens ne comprennent pas pourquoi ça marche très bien chez certains patients et pourquoi ça ne marche pas chez d'autres. C'est parce qu'on n'est pas capable de phénotyper les patients bons répondeurs. Et cet exemple est intéressant parce qu'il a fallu l'apparition de l'IRM, a été une apparition importante, par exemple, pour ces lombalgies, je dirais, d'acutisation. Et peut-être qu'on ne dispose pas encore des moyens d'exploration pour permettre de faire le tri de certains patients. Donc, je pense que c'est intéressant également de prendre suffisamment de recul ou de ne pas abandonner parfois, de jeter certaines thérapeutiques, peut-être les garder en attente d'études plus poussées sur la sélection des patients.